Allez, c'est parti. Aujourd'hui, on plonge ensemble dans le tout premier chapitre d'un livre qui est une vraie référence en machine learning. C'est un peu comme si on allait déplier une carte pour explorer un nouveau continent, un territoire fascinant. On va faire une visite guidée, pas à pas. Alors, quel est notre itinéraire? D'abord, on va définir ce qu'est le machine learning, histoire que tout le monde soit sur la même longueur d'onde. Ensuite, on va explorer les différentes régions de ce monde. On verra qu'il y a plusieurs façons d'apprendre pour une machine. On identifiera aussi les pièges, les grands défis à surmonter. Puis, on verra comment on s'assure qu'un modèle est fiable. Et pour finir, on parlera de la philosophie du livre, passer de la théorie à la pratique. On commence par la question fondamentale. Le machine learning, c'est quoi au juste? Et surtout, qu'est-ce que ça change par rapport à la programmation qu'on connaissait avant? Eh bien, voilà le concept central. Normalement, on dit à un ordinateur exactement quoi faire, ligne par ligne. Avec le machine learning, on change de paradigme. On ne lui donne plus des ordres, on lui donne des exemples. Et c'est à lui de trouver la logique, de déduire les règles du jeu tout seul. Il devient un apprenti. L'exemple parfait, c'est le filtre anti-spam. C'est l'une des premières applications qui a touché tout le monde dans les années 90. Plutôt que de créer une liste sans fin de mots interdits, ce qui est impossible à maintenir, on a nourri la machine avec des milliers d'emails. On lui a montré, ça, c'est un spam, et ça, ce n'en est pas un. Et petit à petit, il a appris à sentir ce qui cloche, à reconnaître les caractéristiques d'un spam. Avant ça, l'approche traditionnelle, c'était un vrai casse-tête. Pour ce même filtre anti-spam, il aurait fallu qu'un humain étudie les spams, écrive des règles à la main, du genre si le mot Viagra apparaît plus de 3 fois, alors c'est un spam, on lance, on évalue, et on se rend compte que ça ne marche pas toujours. Alors on analyse les erreurs, on ajuste la règle, on en ajoute une autre, bref, un travail de fourmi sans fin. Et voilà la révolution du machine learning. Le programme est plus court, plus simple à maintenir et souvent bien plus performant. Mais il y a un effet bonus super intéressant. En regardant ce que le modèle a appris, on découvre parfois des schémas, des corrélations qu'aucun expert humain n'avait vues. La machine nous aide à mieux comprendre le problème lui-même. Ok, maintenant qu'on a la définition de base, on va zoomer sur notre carte. Le monde du machine learning n'est pas uniforme. Il est divisé en plusieurs grandes catégories de systèmes, un peu comme des continents avec des climats différents. La première grande distinction, c'est de savoir si l'apprentissage se fait avec ou sans supervision humaine. D'un côté, on a l'apprentissage supervisé, c'est comme un élève avec son prof. On lui donne des données avec les réponses, les étiquettes. Par exemple, des photos d'animaux en lui disant « ceci est un chat, ceci est un chien ». De l'autre côté, l'apprentissage non supervisé. Là, il n'y a pas de prof, on donne à la machine un tas de données brutes et on lui dit « essaie de trouver des structures intéressantes, de faire des regroupements ». Alors concrètement, à quoi ça sert? Eh bien, le supervisé est roi pour la classification, trier les choses en catégories comme spam ou pas spam, ou pour la régression, prédire une valeur numérique comme le prix d'un appartement. Le non supervisé, lui, va être très fort pour le clustering, créer des groupes cohérents comme segmenter des clients selon leurs habitudes d'achat, ou pour la détection d'anomalies, c'est-à-dire repérer un élément qui ne ressemble à aucun autre, typiquement une fraude sur une carte de crédit. Une autre façon de voir les choses, c'est comment le système apprend. Est-ce qu'il apprend tout d'un coup ou au fur et à mesure? L'apprentissage par lot, ou batch, c'est le mode examen. Le système ingère toutes les données disponibles d'un coup, s'entraîne, puis, une fois qu'il est en production, il n'apprend plus rien. Pour le mettre à jour, il faut tout réentraîner. L'apprentissage en ligne, c'est l'inverse. C'est un apprentissage continu. Le système est nourri petit à petit avec de nouvelles données, ce qui lui permet de s'adapter en temps réel au changement. Et enfin, une dernière distinction, comment le système généralise ce qu'il a appris. Il y a deux grandes stratégies. D'abord, l'apprentissage basé sur les instances. Là, le système mémorise les exemples. Pour faire une prédiction sur un nouveau cas, il le compare à tous les exemples qu'il connaît et regarde les plus similaires. L'autre approche, c'est l'apprentissage basé sur un modèle. Là, le système essaie de construire une représentation interne, une sorte de théorie générale à partir des données. Ensuite, il utilise ce modèle pour faire ses prédictions, sans avoir à regarder les exemples de départ. Bon, maintenant qu'on a exploré les terres connues, aventurons-nous dans la partie de la carte où il y a marqué « Attention dragon ». En machine learning, il y a deux grands dangers qui guettent en permanence. Avoir de mauvaises données et construire un mauvais modèle. Le premier dragon, ce sont les mauvaises données. C'est le plus courant. Ça peut être tout simple. On n'a pas assez de données pour que le modèle apprenne quoi que ce soit de solide. Ou alors les données sont de mauvaise qualité, pleines d'erreurs, de bruit. Ou alors, pire, elles ne sont pas représentatives de la réalité. C'est comme vouloir apprendre à un enfant à reconnaître tous les animaux en lui montrant que des photos de chats et de chiens. Ça ne peut pas marcher. Une histoire vraie et assez célèbre illustre ce danger à la perfection. En 1936, aux États-Unis, un grand magazine prédit une victoire écrasante de London contre Roosevelt à la présidentielle. Résultat, c'est Roosevelt qui l'a emporté, et de loin.
L'erreur, leur méthode de sondage était complètement biaisée. Ils avaient interrogé des gens à partir d'annuaires téléphoniques et de registres automobiles, à une époque où seuls les plus aisés possédaient un téléphone ou une voiture. Leur échantillon ne représentait que les riches, qui votaient majoritairement républicains. Le deuxième dragon, c'est le mauvais modèle. Même avec des données parfaites, on peut se tromper. Il y a 2 écueils principaux. Le premier, c'est le surapprentissage, l'overfitting. C'est quand le modèle est trop complexe et qu'il apprend par cœur les données d'entraînement, y compris le bruit. Il sera excellent sur ces données, mais incapable de généraliser sur de nouvelles données. C'est l'élève qui récite sa leçon sans l'avoir comprise. L'autre extrême, c'est le sous-apprentissage, l'underfitting. Là, le modèle est trop simple. Il n'arrive même pas à capturer la structure des données. C'est l'élève qui a à peine ouvert son cahier. Alors, face à ces 2 dragons, comment on se défend? Comment est-ce qu'on peut être sûr que notre modèle est bon, qu'il va bien fonctionner dans la vraie vie, sur des données qu'il n'a jamais vues? La réponse est simple en théorie, mais absolument cruciale en pratique. Il faut le tester sur des données neuves. C'est la règle d'or. On ne peut pas évaluer un élève en lui redonnant les exercices qu'il a fait en classe. Il faut un examen final avec des questions qu'il n'a jamais vues. Pour un modèle, c'est pareil. On met de côté une partie des données, qu'on appelle l'ensemble de tests, et on ne la touche jamais pendant l'entraînement. Le processus est donc une discipline de faire. D'abord, on sépare nos données. On garde un ensemble d'entraînement et on verrouille l'ensemble de tests dans un coffre-fort. Ensuite, on entraîne notre modèle, on le calibre, on l'améliore, mais uniquement avec l'ensemble d'entraînement. Et seulement à la toute fin, quand on pense que le modèle est prêt, on ouvre le coffre, on sort l'ensemble de tests et on regarde le score final. C'est le moment de vérité. On a vu la carte, les régions, les dangers, les règles de sécurité. C'est bien, mais le machine learning, ce n'est pas un sport de spectateurs. Et c'est justement toute la philosophie de ce livre. Ce qui fait la force de cet ouvrage, c'est qu'il n'est pas juste un manuel théorique. L'auteur a compris une chose essentielle. On n'apprend vraiment qu'en faisant. C'est pourquoi chaque chapitre, y compris celui-ci, se termine par toute une série d'exercices pratiques pour appliquer immédiatement les concepts qu'on vient de voir. Et pour ça, le livre nous prend par la main. Il est rempli d'exemples de codes concrets en Python, avec les bibliothèques les plus utilisées comme scikit-learn ou TensorFlow. L'idée est de pouvoir expérimenter soi-même, de faire tourner le code, de le modifier et de voir ce qui se passe. Et le point qui change tout, c'est que non seulement il y a des exercices, mais les solutions complètes et détaillées sont fournues en ligne. Ce n'est pas juste pour tricher, c'est un outil d'apprentissage phénoménal. On peut essayer, se tromper et ensuite comparer son approche avec celle d'un expert. C'est comme avoir un mentor à ses côtés. Voilà, notre visite guidée de ce premier chapitre est terminée. On a maintenant les bases, la carte de ce nouveau monde. Et elle nous invite à l'action. Alors la question que ça pose est assez simple. Maintenant qu'on a cette carte en main, quel serait le premier problème, dans le travail ou dans la vie de tous les jours, qu'on aimerait essayer de résoudre avec ces outils?